Bonjour Nico, Bonjour à toi Sébastien, comment ça va? ça va et toi? Bon, bah, du coup, bienvenue sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube. Du coup, on va faire une petite interview aujourd'hui pour parler de toi parce que tu as une expérience qui est très intéressante par rapport à la sous-location. Tu as aussi une expérience par rapport à la conciergerie, on va en parler un petit peu. En plus, tu as un profil qui est intéressant puisque bah, tu viens de la fonction publique, tu es fonctionnaire, tu as un job donc en parallèle et tu fais de la sous-location. Et en plus, tu ne le fais pas, tu le fais pas qu'à moitié. Et tu vas nous en parler puisque tu as quand même un bon paquet d'appartements. Je vais te laisser livrer après le chiffre. Donc franchement, bah, bravo à toi. Puis moi, je suis très content de te faire venir aujourd'hui en interview sur cette chaîne YouTube. Donc on va commencer. Eh bien, je vais te laisser te présenter un petit peu, bah, justement rappeler un petit peu bah, qui tu es, ce que tu fais en ce moment. Et bah, après, justement, pourquoi tu en es venu à faire tout ça, à faire de la sous-location, quel est ton objectif? Enfin, voilà, je vais te laisser un peu te présenter et puis on va avancer comme ça durant toute cette interview. Voilà, donc je te laisse te présenter tout d'abord. Déjà tout d'abord, merci Sébastien de m'inviter sur ta chaîne YouTube. Donc moi je suis Nicolas, donc j'ai commencé la location courte durée en septembre 2017 et entre septembre 2017 et aujourd'hui j'ai créé une conciergerie et également j'ai lancé un business de sous-location et aujourd'hui je gère 19, enfin, presque 20 sous-locations en Bourgogne-Franche-Comté, dans trois villes précisément. De toute façon, je le dis souvent, donc il n'y a pas de secret, à Dijon, Bourg-en-Bresse et à Dole. Et donc, je développe ces business depuis un petit moment maintenant. Et mon objectif, c'est justement de quitter la fonction publique. Parce qu'en parallèle de ces business que j'ai, je souhaite à un moment donné quitter la fonction publique. C'est un de mes objectifs. Donc, on en reparlera peut-être après, mais j'ai un plan d'action par rapport à ça. D'accord. Alors attends, je vais juste mettre l'affichage comme ça va être plus simple. Voilà, c'est mieux même. J'aurais dû le mettre dès le départ, mais bon, c'est pas grave. D'accord. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as voulu un petit peu te diversifier, tu as voulu partir dans l'entrepreneuriat, et pourquoi particulièrement l'immobilier, enfin la conciergerie, la sous-location? Alors en fait, l'origine déjà à la base, c'est j'avais fait un premier investissement immobilier comme monsieur et madame tout le monde, parce que moi, dans mon cadre de mon activité professionnelle, j'ai un appartement de fonction. Donc en fait, je paye pas au début, je ne payais pas de loyer. Et donc, au lieu de rien faire de ce gain, de ce que j'avais, l'idée, c'était d'investir dans un bien immobilier. Donc c'est ce que j'ai Mhm. fait. Et ce bien, je l'ai mis directement en location courte durée. Mais bon, c'était en D'accord. 2017, j'y connaissais rien, etc. Et je me suis formé à ce sujet et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et puis j'ai pris goût surtout à faire ça, à accueillir les voyageurs, à mettre en place un appartement qui soit beau, qui attire, etc., faire des annonces. Et après, au bout d'un moment, je l'ai fait pareil avec un deuxième bien immobilier, parce que j'ai continué mes investissements immobiliers. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je peux en créer un business Oui. parce que je suis en train de comprendre tous les codes de ce business, donc pourquoi pas le créer? Donc c'est comme ça que j'ai créé ensuite un business. Alors, tout d'abord, j'ai créé un business de conciergerie à ce sujet. Et donc, je me suis associé avec une personne pour ça. Et donc, j'ai créé une conciergerie à Dijon. Alors, cette conciergerie, elle a duré pendant un an et demi, en tout cas dans le Oui. terme d'association, parce qu'au bout d'un an et demi, je me suis aperçu qu'on ne s'entendait pas trop sur l'association. On n'avait pas la même visibilité, la même vision, en tout cas, des choses. Et Oui. donc, j'ai revendu mes parts à mon associé. Et c'était un process où j'ai vu au fur et à mesure qu'on ne s'entendait pas. Donc, en parallèle, j'ai créé donc, un business de sous-location par rapport à ça. Et donc, c'est là où vraiment, donc ça, c'était la création du business de sous-location, c'était en octobre-novembre 2019, où là, c'est D'accord. vraiment Ouais. là où j'ai, Il y a 2 ans. voilà, il y a 2 ans, donc un an et demi après avoir fait mon premier investissement en location courte durée, c'est là où j'ai vraiment développé le business dans l'objectif de quitter la fonction publique. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aime vraiment ce que je fais, mais en fait, il y a des choses qui se passent dans la fonction publique qui, en fait, me déplaisent, qui, à la base, m'attiraient, mais en fait, me déplaisent. Au début, c'était, voilà, je suis rentré dans la fonction publique parce que ce qui m'intéressait, c'était le maintien de salaire, le fait d'avoir une retraite, etc., un peu le confort de vie. Ouais. Et en fait, je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, ça me limite beaucoup. En fait, quand je suis rentré dans les investissements immobiliers, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de me brider dans la fonction publique alors qu'il y a d'autres portes à ouvrir qui sont bien plus Donc sympathiques. en fait, ce que, ce que Sont tu, plus ce que sympathiques. tu t'es dit à un moment donné, c'est que bah, tu t'es dit, bah, est-ce que je pourrais pas finalement vivre de l'immobilier, quoi? C'est ça, c'est un peu l'idée. C'était voilà, vivre de l'immobilier, préparer, au début, c'était juste préparer ma retraite pour plus tard.
Puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'au-delà juste de préparer la retraite, c'est qu'on pouvait en vivre. Donc, c'est vraiment ça qui m'a mis dedans. Et puis bah, là, c'est tout un process que je mets en place depuis par rapport à tout ça. Donc là, maintenant, vraiment, moi, mon cœur de métier, c'est que je travaille dans la fonction publique et à côté, j'ai un business de sous-location avec 20, enfin, presque 20 appartements et je fais du coaching justement pour aider les gens à créer leur business de location courte durée, Ouais. sous-location, conciergerie, etc. Et donc, du coup, pour toi, bah, tu te dis que alors au début, ça devait être enfin pour l'instant, ça doit être un bon, confortable complément de revenu, j'imagine. Effectivement. Et bah, à terme, ton objectif, c'est voilà, c'est clairement de quitter ton job et de te consacrer pleinement à ton activité, quoi. C'est ça. Mon idée, c'est vraiment de me mettre pleinement dans cette activité, mais pas à n'importe quel prix. Moi, l'idée, c'est pas de quitter la fonction publique. Il faut être honnête aussi, qui m'apporte une certaine qualité de vie, comme je te le disais tout à l'heure en off. Moi, voilà, tous les 6, 7 semaines, dans l'éducation nationale, on a des vacances, etc. Donc, ce n'est pas pour partir dans un boulot où je suis esclave et je travaille 90 heures semaine. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je vois ma vie. L'idée de faire ça, c'est aussi d'avoir une certaine liberté géographique et une certaine liberté de temps. Je n'ai pas dit rien faire parce que ce n'est pas vrai. Donc, je suis en train de structurer toute ma société de sous-location où moi, je pilote. En dessous, j'ai mes city managers et en dessous, j'ai mes dames de ménage. Alors justement, tiens, On structure tout ça. c'est intéressant. Du coup, c'est un bon tremplin. Du coup, ouais, voilà. Donc, comment tu organises tout ça? Comment parce que du coup, c'est pas toi qui te rends physiquement sur place, hein, comme je l'explique souvent, on automatise tout, mais voilà, un petit peu en détail parce que tu es réparti sur plusieurs régions, bah, comme moi. Comment toi, tu as organisé tout ça? Comment ça fonctionne au quotidien et comment tu arrives à cumuler tes 20 sous-locs comment dirais-je, et ton activité professionnelle, quoi. Parce que là, c'est un gros challenge quand même, hein. Alors effectivement, c'est un gros challenge, mais j'essaie de structurer tout ça. Donc déjà, j'essaie d'automatiser le maximum de choses. Donc D'accord, ça, j'utilise un channel manager comme bien toi. sûr. Les calendriers sont synchronisés, les tarifs sont synchronisés. Voilà, tout est automatisé. L'envoi des messages, l'envoi des contrats, des factures. Donc tout ça, je n'ai pas à gérer. Ça, c'est moi qui automatise dès le début et ça fonctionne. Ensuite, tout ce que je ne peux pas automatiser, je le délègue. Donc les D'accord. parties dames de ménage. Donc au début, quand j'avais que quelques appartements, c'est moi qui, on va dire, pilotais les dames de ménage et je leur disais ce qu'il fallait faire, etc. Elles avaient accès au channel manager, elles voyaient le calendrier qu'il fallait faire et dès qu'il y avait un problème, elles revenaient vers moi et c'est moi qui les aiguillais pour leur dire comment régler ce problème. Quand mon parc ça a grandi avec le nombre de sous-locations, entre les dames de ménage et moi, j'ai mis des city managers pour ne pas être appelé tous les 5 minutes quand je suis au boulot parce que je suis sur une autre activité. Donc, j'ai délégué ces parties-là pour justement avoir l'esprit tranquille et travailler vraiment au-dessus de mon business et pas dans mon business. Ça, c'est la vision que j'ai. Et puis après, j'ai standardisé un maximum de choses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans mes appartements qui sont identiques. J'avais pris un exemple concret la dernière fois, mais par exemple, dans tous mes appartements, j'ai des cafetières Senseo. Ça veut dire qu'à un moment donné, et ce n'est pas une Nespresso, une Senseo et je ne sais quoi ailleurs. Comme ça, quand il y a un problème, je sais où je dois acheter la cafetière Senseo, à quel tarif je peux l'avoir parce que j'ai un fournisseur. Enfin, voilà. Et le fait de standardiser certains trucs, ça me fait gagner énormément de temps. Pareil, j'achète énormément de vaisselle, etc. à Ikea. Pourquoi? Comme ça, il y a une assiette qui casse, on va à Ikea, on a toujours la bonne référence. Alors que si on commence à avoir des assiettes dépareillées ou autres, ça va pas donner une bonne image de l'appartement. Donc, j'ai vraiment standardisé un maximum de choses aussi pour gagner du temps, de l'énergie et pour que mes city managers et mes dames de ménage sachent où récupérer les choses rapidement. D'accord. Et du coup, alors comment ça se passe, par exemple, quand tu veux lancer un appartement qui est donc à 200 km? Comment est-ce que c'est toi? Comment ça se passe? Là, du coup, j'imagine que c'est peut-être toi qui dois intervenir personnellement. Et autre chose aussi, autre question, est-ce que tes appartements sont tous déjà meublés ou est-ce tu les prends en nu et tu les meubles toi-même? Comment ça se passe? Alors moi, ma stratégie, à la différence de toi, c'est qu'effectivement, je prends uniquement des appartements qui sont déjà meublés. Alors, D'accord. pas spécialement meublés haut de gamme, mais déjà meublés. Et après, je rajoute des petites touches perso pour vraiment faire le petit coup de cœur. Mais je prends toujours des appartements meublés. Ça, c'est le premier lieu. Donc ça me fait gagner énormément d'argent parce qu'il n'y a pas d'investissement sur les meubles, ou en tout cas très, très peu. Ouais. Ensuite, sur comment je lance quand, par exemple, j'ai un appartement à 200 km, déjà, en premier lieu, il y a mon city manager. Quand j'ai pris contact avec le propriétaire, il y a le city manager qui va déjà aller faire un tour dans l'appart pour aller voir si ça correspond à l'annonce, etc. Ensuite, s'il me donne son feu vert, moi, je me déplace et je fais un tour avec le city manager pour confirmer ses dires et aussi pour qu'on commence à se mettre d'accord comment tu vois les choses, comment on va mettre, Ouais.
articuler les choses. Et donc, à ce moment-là, c'est moi qui est l'interlocuteur privilégié du propriétaire, parce que c'est moi, en tant que gérant de ma société, qui va signer le bail avec le propriétaire. Et une fois que ça, c'est en place, dans ces cas-là, on fait un plan d'action avec le city manager, c'est-à-dire que c'est lui qui va aller récupérer les clés auprès du propriétaire quelques jours après, et c'est lui qui va mettre en place tout ce qu'on aura prévu, c'est-à-dire, je ne sais pas, s'il faut acheter telle déco, telle télé, appeler notre fournisseur de linge pour avoir assez de linge. Et moi, de mon côté, je m'occupe de toute la partie automatisation, de tout ce que je peux faire à distance. Voilà. Donc, lui s'occupe vraiment. Il y a un moment où on est en commun pour aller certifier que l'appartement correspond à nos attentes. Et après, lui, il fait la partie terrain et moi, je fais toute la partie à distance. D'accord, donc du coup, City Manager, donc en fait, joue un rôle essentiel, c'est un peu tes bras droits finalement. Exactement. Comment est-ce que c'est des auto-entrepreneurs? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des gens qui ont leur propre entreprise, qui font autre chose? Comment ça se passe un peu? Et comment tu les recrutes finalement? Alors, c'est des gens qui ont leur propre entreprise. En fait, ce sont. Donc, moi, j'ai deux city managers pour trois villes différentes. Il y a deux villes Ouais, qui sont l'une à côté de l'autre. Et je les recrute auprès de conciergeries. Enfin, en fait, je vais voir le gérant d'une conciergerie. En fait, ces gérants-là sont mes city managers. Je leur dis voilà, ouais, je vous explique mon projet. Moi, j'ai des sous-locations dans telle ville. Il y a 5, 6, 7 biens. Par contre, voilà mes besoins. Je n'ai pas besoin de toute la panel de ce que vous proposez. ouais, Moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un partenariat ensemble? Je vous reverse un pourcentage de mon chiffre d'affaires parce que c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'au plus ouais, vous faites bien votre travail, au plus je peux louer cher, au plus on a des bons commentaires, etc. Donc, au plus vous êtes rémunéré et au plus je ouais. gagne. Après, souvent, les conciergeries que j'ai été contacté, c'est des gens aussi de mon réseau parce que, comme je dis, depuis 2017, je fais de la location courte durée. Je suis dans certes trois villes, mais c'est trois villes où je suis implanté parce que je fais partie des groupes Airbnb de ces villes-là, je fais partie des groupes business de ces villes-là. Donc, j'ai créé des réseaux et donc, je voulais des gens, même s'ils ne sont pas mes associés, mais des partenaires qui ont la même vision que moi, qui ont cette vision entrepreneuriale, qui sont jeunes, qui sont dynamiques. Donc, c'est aussi comme ça, dans mon réseau, que j'ai traité ça avec eux. Puis après, on se rend des services mutuels, dans le sens où moi, voilà, je les aide sur certaines thématiques, eux, ils m'aident sur d'autres thématiques. Donc, ce n'est pas une association, mais c'est un partenariat avec des conciergeries. Voilà. D'accord. Ok, donc ça, Alors, c'est certaines conciergeries certains sont entrepreneurs et l'autre est en SAS, mais c'est pareil. Et donc, toi, du coup, tu as laissé tomber la conciergerie. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu reviendras peut-être plus tard ou tu fais que le focus sur la sous-loc? Et d'après toi, quels seraient les points forts et les points faibles des deux Pour l'instant, je me focus sous location. Je ne veux pas me disperser parce qu'à un moment donné, entre mon activité professionnelle dans l'éducation nationale, je fais des coachings à côté, je fais de la sous-loc et à un moment donné, j'ai la conciergerie qui était en parallèle de la sous-loc. J'ai vu ce que c'était d'être au four et au moulin. Au final, on ne fait pas Tout à grand-chose. fait. Même si la conciergerie, c'est pas mal, ça a ses avantages et ses inconvénients également. Donc pour l'instant, c'est focus sous location. Par contre, ce que je dis souvent, on peut créer une société et mettre la sous-location et la conciergerie dans cette même société parce qu'il y a des choses qui sont complémentaires. Commune, ouais. Une dame de ménage, un city manager que vous recrutez C'est ça. qui met en place des actions pour un de vos clients ou qui met des actions pour votre sous-location, lui, il ne va même pas le savoir, il va le faire de la même manière. Donc ça, il faut, si vous voulez le faire ensemble, en tout cas, c'est complémentaire et ça, c'est un côté positif. L'avantage de la conciergerie, pour moi, c'est qu'il n'y a pas trop de risque au début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'investissement à faire, peut-être un site internet pour faire un site vitrine, et puis après, c'est démarcher des propriétaires. Si comme là, il y a eu la crise du Covid, si vous n'avez pas de réservation, imaginons, vous n'avez pas de frais réellement en face, important. Alors, c'est sûr que vous ne gagnez rien, mais en même temps, vous n'avez pas de frais. Par contre, une sous-location, il y a une prise de risque parce qu'il y a un loyer garanti en face. Donc, il faut quand même qu'il y ait de l'argent qui sorte tous les mois, même s'il n'y a pas d'entrée d'argent de votre part. Donc, il y a une prise de risque plus importante. Par contre, qui dit prise de risque aussi plus importante, dit gain plus important. Sur une sous-location, à la fin du mois, techniquement, on gagne plus que sur une conciergerie parce que dans la conciergerie, vous prenez un pourcentage en prestation de service et l'autre Tout à fait. pourcentage revient à votre C'est ça. propriétaire. C'est Donc, ça. il y a du pour et du contre. C'est bien de se faire les dents comme je l'ai fait au début avec la conciergerie. Ça permet de commencer à connaître les rouages, etc. Et puis, en fait, j'ai pu transposer ce que j'ai appris dans la conciergerie dans la sous-location. Mais il y a une prise de risque plus importante. Comme je disais, moi, manque de peau, j'ai commencé en novembre 2019 la sous-location. En mars 2020, le Covid arrive.
ben voilà, il faut garantir les loyers qui sont convenus. Donc ça c'est pas difficile. Enfin, c'est difficile justement, c'est une prise de risque que j'ai pris. Oui. Mais voilà, maintenant ça paye. Mais voilà, tout dépend aussi de l'appétence au risque que vous avez. Moi, ce que je conseille, commencez un peu par la conciergerie, faites-vous les dents avec ça. Et puis après, bah, allez chercher de la sous-location, parce qu'évidemment, sur la sous-location, bah, de temps en temps, un peu comme toi aussi, il faut meubler les biens, donc peut-être faire un petit crédit en plus ou autre. Donc ça engage des prises de risque un peu plus importantes, mais le gain est plus important derrière. Mais les Ah, deux c'est ça, activités toujours sont pareil. complémentaires. Voilà, les deux. Par contre, les deux activités étant complémentaires, Tout à fait. ça permet de ne pas créer deux sociétés différentes. On peut tout faire dans la même société. Tout à Tous fait. les partenariats qui ont été créés pour la conciergerie, vous pouvez les récupérer pour votre sous-location. Donc ça, vous n'avez pas à tout refaire. C'est vraiment complémentaire. Et justement, alors du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu chiffres sans forcément entrer trop dans le détail, mais est-ce que tu sais un petit peu les chiffres que ça génère un petit peu, donc 19 sous-locs par mois de manière assez moyenne, et comment ça s'est passé pour toi pour le Covid, pour le Covid? Comment ça s'est passé pendant… Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est que le vrai impact qu'on a eu de la crise, ça a été au premier confinement. Là, effectivement, on accuse le choc, tu as M. Macron qui parle, tu vois toutes tes réservations qui s'annulent, et derrière, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, là, il faut vite réagir, trouver des stratégies et tout pour aller re-remplir nos calendriers parce que tout s'est vidé d'un coup. Donc, ça s'est passé, ça a été quand même dur quand même, mais ça s'est fait. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'après, les confinements suivants ont été globalement plus light. Et oui, ça a eu un impact, mais ça n'a pas été non plus hyper significatif contrairement au premier confinement où là, ça a été… là, on ne savait pas ce qu'allait se passer, quoi. Donc, comment toi, tu l'as vécu? Quel est l'impact financier? Est-ce que tu as toujours pu payer tes loyers? Est-ce que tu as toujours pu payer tes charges? Est-ce que tu as perdu de l'argent? Ou est-ce que tu étais flat, un peu comme moi pendant le premier confinement? J'étais flat complet, quoi. Je gagnais rien, mais bon, je ne perdais rien non plus, quoi. Comment s'est passé pour toi tout ça? Et Alors combien tu déjà, gagnes de manière générale après voilà. moi, par sous-location, je gagne, après avoir payé toutes les délégations que j'ai mis en place, mes outils et tout, bon, on va parler en cash flow et pas en bénéfice, mais entre Oui. 350 et 500 euros par entité, donc par Oui, appartement. oui, bah, c'est ce que je. Voilà, Voilà. voilà. C'est 350, voilà. C'est ce qu'on dit tout le temps. Après, ça, c'est d'ailleurs un de mes critères quand je choisis un appart. Parce que de temps en temps, je peux trouver un bel appart, mais le propriétaire, il me fait un loyer tellement énorme que même si je sais qu'il va se louer, si à la fin, il me reste que 100 euros, ça ne me sert à rien. Donc, c'est aussi toujours ce calcul que je fais. Et c'est pour ça que je suis que dans 3 villes, parce que je connais exactement les prix de ces villes à la location, pendant les vacances, etc. Et je sais si je vais pouvoir atteindre ou pas ce prévisionnel. Hum. Ensuite, pour revenir sur le Covid, effectivement, au mois de mars, c'était un peu le tremblement de terre. Maintenant, ça fait un an qu'on vit avec les confinements, déconfinements, donc on s'est habitué, Adapté, ouais. Hum. adapté. Par contre, la première fois au mois de mars, on s'est dit tremblement de terre. Donc, effectivement, ce qui s'est arrivé au mois de mars, ça a été annulation totale des réservations. Et là, on a dû changer directement de stratégie. Donc, au mois de mars, avril et début mai, ce que j'avais fait, je suis passé pour une grosse partie de mes apparts dès que je pouvais en moyenne durée. C'est-à-dire que D'accord. j'avais fait des tarifs promotionnels pour que justement je sois comme toi flat, c'est-à-dire je ne veux pas gagner d'argent sur cette période, mais je veux sortir de cette période. Pareil. À ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Je ne voulais pas en perdre. Surtout que moi, j'avais dit, je veux garantir les loyers à mes propriétaires. Et d'ailleurs, par la suite, ça a été un côté positif parce que j'ai d'autres propriétaires qui sont revenus par bouche à oreille en disant on a su que pendant le Covid, votre société avait maintenu les loyers alors que vous aviez le droit de demander la Voilà. suspension. Donc, la garantie est vraiment été supportée. Pire que ça, qu'est-ce qui peut arriver On ne sait pas. Donc, voilà, on a confiance en vous et on vient vers vous pour vous proposer d'autres appartements. Donc, ça a été un côté positif. Mais au début, effectivement, la première stratégie, c'est-à-dire, je ne perds pas d'argent. Donc, j'ai fait de la moyenne, voire longue durée, enfin moyenne durée pendant cette période-là. Donc, j'ai fait des moins 40, moins 50% au mois pour que ça Ouais, c'est floue, ça. pour Hum. payer toutes mes charges. Hum. Et Ok. ensuite, ben, il fallait s'adapter aux nouvelles tendances, c'est-à-dire beaucoup de réservations dernière minute, mettre Moi, avant, j'étais en condition non remboursable, par exemple. Là, je suis passé en condition flexible. Parce que les gens, Pareil. effectivement, je comprends, ils ne voulaient pas. Avant, non remboursable, ça paraissait lambda, ça C'est paraissait ça. normal. Mais maintenant, et à juste titre, on ne sait pas si on va être confiné, déconfiné C'est dans ça. quelques semaines. Donc, les gens avaient une flexibilité. Donc, je suis passé en flexibilité. Bon, ça, je le faisais déjà, mais la possibilité de réserver jusqu'à la dernière minute. De toute façon, Tout à fait. à un moment donné, les gens réservaient l'après-midi quasiment pour le soir parce C'est ça, qu'ils oui. voulaient être Hum. sûrs et certains. Donc, on a changé. Il y a beaucoup de tendances. Avant, je n'acceptais pas les animaux. Maintenant, je les accepte. Pour certains de mes appartements, quand je vois que je peux le faire dans certains de mes appartements, j'ai changé en fait parce qu'en fait, ce qui a amené le Covid, c'est le changement de tendance des voyageurs. Et pareil, l'idée là, c'était de dire le côté positif, c'est qu'on peut se faire une renommée locale parce que là, évidemment, tous les étrangers ne venaient plus et c'était énormément de locaux qui venaient là.
Oui. Et j'ai profité de ce moment-là pour refonder mon site internet et pour essayer d'augmenter mes réservations en direct. Et ça a marché. Je passais de 5% de réservations en direct à 15%. Donc, ce n'est pas encore la panacée, mais ça commence C'est bien. bien. Ouais. Et donc ça, pour moi, c'est ça que je me suis dit. Pendant le Covid, il faut que j'arrive à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Enfin, je me suis mis à leur place, hein. Et puis, c'est ça. Et puis, pareil, dans les annonces qu'on a changé, c'est qu'on a mis que voilà, on mettait en place des protocoles sanitaires pour que l'appartement Mhm. soit propre. Voilà, on essaie de dire à quoi pensent les gens. La possibilité de réserver à la dernière minute, d'annuler à la dernière minute et être remboursé intégralement s'il y avait un problème, et que l'appartement soit sécure en termes d'hygiène. Donc, on a mis du gel hydroalcoolique partout, alors qu'avant, on se disait c'est abusé. Mais maintenant, on le met partout dans tous nos apparts. Et voilà, on s'est adapté à la tendance. Par contre, c'est vrai que celui qui ne s'est pas adapté à la tendance et qui est encore sur le Airbnb avant Covid, eh ben, s'il est en non remboursable, qu'il accepte que des réservations une semaine à l'avance ou autre, c'est sûr que son calendrier est vide. C'est clair. Par contre, s'il s'adapte à la tendance, moi, j'ai eu des réservations. Par contre, évidemment, avant, j'avais beaucoup, moi, de néerlandais, allemands, italiens, etc. Là, c'était beaucoup de locaux, des businessmen, etc. Et ça a marché. Je ne veux pas dire que je faisais exactement les mêmes prix qu'avant. Par contre, l'été dernier, un peu comme là, ce qui va arriver, quand j'ai réouvert, j'ai pu augmenter mes prix par Oui. rapport à l'été précédent. Ah bah oui, on a connu une année 2020 entre juin et octobre qui a été C'est ça. ça a carburé du feu. J'ai jamais vu ça quoi. Et là là je pense on est parti pour faire un peu la C'est même ça. chose. Là on voit bien. Là on a là ça envoie C'est grave de la reparti. résa. Hmm, Tout le monde veut voyager, veut bouger, veut c'est sortir. ça. Voilà. Ouais, Donc, ce qui est vraiment important quand vous faites de la conciergerie ou de la sous-location, en tout cas, dès que vous travaillez dans la location courte durée, on dit aussi location saisonnière, c'est qu'à un moment donné, il faut s'adapter aux tendances actuelles. Donc, c'est ça. ce qui est difficile dans la location courte durée, en tout cas comme on la connaît aujourd'hui, c'est que c'est récent, en tout cas par rapport au fait qu'on vienne chercher sur Airbnb ou des réservations ou des logements. Donc, c'est un marché qui est assez jeune, mais qui bouge beaucoup et qui évolue rapidement. Donc, il faut vraiment s'adapter à l'évolution. Et voilà, moi, je me documente beaucoup. Dès que Airbnb fait des conférences, j'essaie de regarder, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes à suivre pour suivre les tendances des voyageurs. Ok, du coup, et comment tu trouves tes sous-locs, toi, du coup, au début, tu prospectes un peu, j'imagine, puis maintenant, c'est peut-être un peu le bouche à oreille. Comment ça se passe? Alors effectivement, au début, il y a eu une grande énergie à dépenser pour aller prouver que, déjà, faire connaître la sous-location et trouver des propriétaires. Donc pour ça, j'allais simplement sur le bon coin, j'avais fait un filtre dans les villes que je recherche, j'avais mis les loyers maximum que j'acceptais, le type de bien que j'acceptais, et dès que j'avais des alertes qui arrivaient, je contactais les propriétaires. Donc, moi, par contre, je faisais une recherche inversée, c'est-à-dire que je cherchais les appartements les plus chers. C'est eux que je contactais, parce que je me dis, c'est eux qui doivent avoir le moins d'appels, c'est souvent eux qui ont quand même les plus beaux appartements. Et ces gens-là mettent un prix élevé parce qu'ils veulent filtrer aussi leurs locataires. Donc, c'est ces personnes-là que j'ai été voir. Donc, moi, ce que je dis souvent, hein, sur 100 alertes, j'en ai peut-être 50 qui vont accepter déjà que je leur explique la sous-location au téléphone. Il y en a 35 qui vont accepter une visite. Et sur les 35, il y en a 10 à la fin qui vont être d'accord Ouais, pour prendre le. Donc, voilà, parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, je cherche la sous-location, mais j'ai beaucoup de refus. Mais c'est normal. c'est Par normal. contre, c'est comme tout nouveau projet. Là, on parle de sous-location, mais comme tout nouveau projet, comme toute nouvelle marque qui se crée, au début, il y a beaucoup de refus, etc. Il faut démarcher et il ne faut rien lâcher. Et à un moment donné aussi, ce que j'ai fait, je me suis inscrit dans les groupes Airbnb de ma ville, je me suis inscrit dans des clubs business de ma ville. Pourquoi? Parce que dans les clubs business, les gens ont une vision entrepreneuriale. Donc, quand on commence à leur expliquer le business de la sous-location, ils tiltent assez rapidement ce qu'on fait. Airbnb, on touche des gens qui font déjà de la location courte durée, mais peut-être qu'ils font ça de façon amateur ou qui commencent à en avoir marre ou autre, donc on peut aller les toucher. Et donc, c'est comme ça que je mets 2-3 premières sous-locs. Donc, j'ai ramé, mais je les ai eues. Ensuite, il y a le Covid qui est tombé. J'ai maintenu mes loyers. Et après le Covid, donc à partir de juin 2020, là, j'ai des propriétaires d'eux-mêmes qui sont venus me voir en me disant on a d'autres apparts qu'on vous les propose. Et aussi, voilà, j'ai été recommandé par telle ou telle personne et je viens vous voir. Et c'est comme ça que vraiment, après le Covid, je suis passé à ce moment-là, j'avais 6 sous-locs et là, je suis passé à 19 sous-locs. Donc là, au début, il y a eu une grosse prospection et maintenant, j'ai envie de dire, c'est quasiment passif. Les gens viennent me voir. Je dois même me permettre de refuser certaines sous-locations qui ne correspondent plus à mes critères. Ah, Donc, c'est cool. C'est cool, donc, c'est voilà. cool.
Ok, tout ça, c'est cool. Du coup, comment toi, tu m'as connu et comment tu as connu la sous-location? Voilà. Eh ben, la sous-location, toi, je t'ai connu sur YouTube et je suivais d'autres YouTubeurs qui font de la sous-location également. Et enfin, qui font à la base de la location. Moi, d'abord, je regardais des vidéos YouTube location courte durée parce que c'était vraiment le cœur de métier. Puis à un moment donné, j'ai eu des recommandations vers toi, des vidéos qui sont proposées. Donc, j'ai regardé. Puis ça m'a amené souvent sur des vidéos sur la sous-location. Et ce que j'ai apprécié dans ce que je regardais dans tes vidéos, et c'est ce que moi j'apprécie et c'est ce que j'essaie de transparaître aussi dès que j'échange avec des gens, c'est que l'entrepreneuriat, voilà, c'est très gratifiant. Par contre, voilà, il y a du haut, il y a des bas. C'est pas toujours quelque chose de linéaire. Comme je disais moi tout à l'heure, par exemple, à un moment donné, dans la conciergerie, mon association n'a pas fonctionné. Et ce que j'apprécie dans tes vidéos, c'est que voilà, tu es transparent. Alors, tu nous dis comment atteindre ses objectifs, mais aussi quand tu fais tes vlogs ou autre, tu montres aussi l'envers du décor, que ce n'est pas Oui, toujours un long fleuve tranquille. Et non. ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que moi, j'apprécie pas trop, en tout cas, c'est ma vision des choses. Regardez, voilà, les chaînes YouTube Lamborghini et Champagne, moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse parce que c'est beaucoup des paillettes et dès qu'on creuse un peu, il n'y a plus grand-chose. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et après, ça m'a vraiment attiré l'aspect entrepreneurial que tu mets en place, enfin, que tu évoques en tout cas dans tes vidéos. Et voilà, donc au début, je me suis intéressé comme ça. Et puis, voilà, je me suis lancé dans la sous-location sans prendre spécialement au début les formations. J'ai testé. Bon, j'avais une expérience un peu de conciergerie. J'avais aussi une expérience avant de Airbnb, hein. J'ai fait ça un Ouais, peu de façon réfléchie. c'est Mais, ça. et puis après, façon, dans l'entrepreneuriat, la seule limite, c'est le Oui, mental. c'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. voilà. Par contre, il faut pas aller. Moi, j'aime bien. Enfin, là, on ne voit pas sur mon bureau, j'ai plein de feuilles. Moi, je fais toujours des plans d'action. Enfin, moi, il faut que j'écrive plan d'action. Voilà, janvier, objectif, février, objectif, mars, Très objectif. important. C'est comme ça que j'avance. Donc, Le faut mettre pas. aussi sur son réfrigérateur, comme ça, à Voilà, chaque c'est fois le ça. matin que tu te lèves, tu vas chercher ton café, tu Les prépares ton to-do café, list, tu peux pas louper. c'est ça. J'ai ça à faire, je dois. C'est exactement ça, la to-do list. Et puis, c'est comme ça Très que je fais au important. quotidien. Et puis voilà. Donc, et puis, aujourd'hui, pourtant, même moi, je fais des coachings. Je pense avoir une certaine expérience, sans me vanter. Et ben moi, au quotidien, je regarde des vidéos YouTube, ça me Ah, mais forme, moi je lis aussi. beaucoup, etc. J'apprends énormément de choses. Justement, l'erreur à pas faire, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les tendances du Airbnb, les tendances c'est vraiment au quotidien d'avoir une veille Ouais, professionnelle, et de, tester. et tester. Alors moi, je teste Je teste énormément de beaucoup, je suis un choses. gros testeur. Voilà. Alors évidemment, quand ça ne marche pas, de temps en temps, j'en parle ou j'en parle pas, mais je teste énormément. Pareil, Et après, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, mais il pareil. faut vraiment faire. Il faut Puis tester, c'est vrai que, tester. puis c'est vrai que quand on a plusieurs appartements, on peut se permettre si tu veux. C'est ça. Mais moi, par exemple, là, j'ai par exemple mes spas, je les loue. Là, si je fais des tests et ça marche bien, je Ouais, les loue voilà, donc tu te laisses l'après-midi. lancer dans l'espace, c'est très bien C'est aussi ça. ça. Je les Mm. loue l'après-midi et le soir, par exemple. Donc, j'ai deux types de Ouais, clientèles différentes et ça marche. J'ai des appartements, par exemple, j'ai deux studios qui sont l'un à côté de l'autre sur le même palier. Et ben, j'ai créé une troisième annonce où ces deux studios ouais. peuvent être loués ensemble. Enfin, je teste des trucs. Après, j'essaie de vendre des upsells à l'intérieur, mais ça n'a pas marché. Là, je suis en train de tenter autre chose, mais il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ben voilà, au fur et à mesure, on avance. De toute façon, c'est comme ça qu'on se démarque de la Bah, concurrence. on voit que les spas, effectivement, sont en plein. C'est fait partie des choses, ça, On voit que c'est en plein boom, ça. On voit Bah, qu'il y a une grosse. justement, là, l'idée, moi, par exemple, c'est que j'aimerais bien passer la licence 3 pour mettre à disposition de l'alcool, enfin, des alcools faibles dans les appartements. Donc, ça, je suis en train de voir comment me Ouais. renseigner. Parce que même si c'est à disposition gratuitement, il faut une licence si on veut Ah ouais, pas la d'accord. légalité. Bah, en fait, à partir du moment où tu mets à disposition de l'alcool, qu'elle soit gratuite ou payante, il faut que ça soit, il faut une licence. Donc, après, c'est toujours pareil, hein, je sais, on a tous été dans des lieux où on nous offre une bouteille de vin, Tout à fait. etc. Je peux être Après, c'est champagne, toujours etc. pareil, hein, pas vu, pas pris, etc. C'est pas un problème. Mais c'est juste qu'à un moment donné, C'est-à-dire que au quand plus tu offres on. la petite bouteille de champagne dans l'appartement, tu es censé avoir une licence, normalement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah ouais, tu vois. Tu mets à disposition de l'alcool, tu es obligé d'avoir une licence, tu es obligé d'être formé bah voilà, au risque, etc. Au sur risque, l'alcool. etc. Ouais. Ouais, Mm. donc ça, c'est important. Après, voilà, je sais que beaucoup de personnes le font, mais en fait, au début, quand tu as qu'un ou deux apparts, tu ne fais pas trop de bruit dans la ville. Et au plus tu commences à avoir des apparts, tu as les hôteliers, tu as la Oui. communauté de Ah bah oui, communes, tu as la ville et tout, oui, oui, comment je tu à regarder confirme. ce que tu fais. Donc,
il faut être dans les clous. Et quand tu connais, enfin voilà, il ne faut pas être trop borderline parce qu'au bout d'un moment, ils vont te remettre dans le droit chemin en te disant vous C'est commencez clair. à Ah oui, oui, à faire. dès que tu commences à grossir, là, tu commences à inquiéter et c'est là où on vient te chercher des noises. Donc là, c'est important d'être clean avec ça. Donc voilà, donc en tout cas, ça, c'est une prochaine étape. D'accord. Bon, bah ça, c'est top. Donc, du coup, bah ouais, on teste, hein, comme on disait, systématiquement. Est-ce que j'ai d'autres questions à te poser? Donc, sous la conciergerie, on a vu. Quels sont tes objectifs? Bah, tiens, oui, justement, dans la to-do list, est-ce que tu t'es fixé des objectifs en termes de quantitative, on va dire, en termes d'appartements sur 2021, par exemple? Voilà, Ou dans 2, 3 ans, ou voilà, pas déjà forcément. en objectif, déjà décembre 2021. Donc là, je vais avoir ma 20e sous-location le 1er juin. Et objectif décembre 2021, c'est d'avoir 21 sous-locations. D'accord. Euh, 25 sous-locations. Excuse-moi. 25, ouais. 25 sous-locations. En fait, c'est quasiment déjà ficelé. En fait, c'est des propriétaires qui sont venus me voir. Ils ont acheté un appart, ils sont en train de faire les travaux. Et voilà, entre septembre et décembre, ces appartements vont rentrer. Donc déjà, décembre 2021, c'est ça. Ensuite, l'objectif, c'est de demander de passer à mi-temps dans la fonction publique pour septembre 2022. Donc ça, je vais devoir le faire en septembre 2021 parce qu'il faut le demander quasiment un an à l'avance. Donc ça, c'est mon objectif aussi. Et moi, autre objectif, c'est développer vraiment la partie aussi coaching. Moi, j'aime bien aider les gens, accompagner les gens. Donc ça, je vais essayer de développer ça. Enfin, je l'ai déjà développé, mais j'essaie de développer un peu plus en parallèle, de partager mon expérience. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, on va dire, à court terme. Et après, moi, mon objectif, ça serait d'arriver à 35 appartements, pas plus, dans ces 3 villes, toujours en restant dans ces 3 villes, mais en créant un peu on va dire, dans mon portefeuille d'appartements, c'est à un moment donné de ce que j'appelle faire 80-20. C'est-à-dire que je vais regarder à un moment donné, sans doute dans un an, les appartements qui me rapportent le plus, les appartements qui m'amènent le plus de problèmes, etc. Et je vais sans Et doute là, faire un, ouais. appartements arbitrer. Voilà, ceux que je garde pas, etc. Parce que comme dans tout portefeuille d'appartements, il y a des appartements qui posent plus de problèmes que d'autres. Et ceux qui dépensent trop d'énergie ou de temps ou d'argent, peut-être arrêter le contrat, en récupérer un autre. Enfin voilà, à un moment donné, une fois que j'aurai atteint du quantitatif, c'est-à-dire 25 apparts, et après l'objectif passe à 35, ce sera vraiment là d'arbitrer les choses. Par exemple, je vois que les spas, ça marche bien, peut-être me développer un peu plus dans les spas. Les studios, on voit que ça marche un peu moins bien. Donc peut-être que certains studios, je vais m'en séparer à la fin du Mhm. contrat. Enfin Mhm. voilà, donc c'est réarbitrer correctement les choses pour que les produits que je propose correspondent correctement à la clientèle que j'ai sur ces 3 villes. Ok, bon bah ça c'est top. Et Du puis, coup, objectif, c'est ouais, dans 3 ans quitter la fonction publique. Ça, ouais, c'est ça, voilà, d'accord. Ton objectif c'est vraiment ça. là, vraiment, voilà. Donc, C'est quitter j'ai ton tout un plan job. d'action pour que dans 3 ans, je puisse quitter la fonction publique, que je ne travaille pas dans mon business, mais au-dessus de mon business, et que je puisse me sortir une rémunération décente pour en vivre au quotidien. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement locatif en parallèle? C'est-à-dire que, est-ce que pour toi, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu dois vivre essentiellement sur tes revenus de salarié, tu es en société, tu es en quoi aujourd'hui en termes de structure juridique? Je suis en société. En fait, Ouais. j'ai une holding et puis en dessous, j'ai d'autres Ouais. sociétés. Et justement, est-ce que tu ne penses pas que la sous-location peut aussi amener à un moment donné à se faire un petit matelas de trésorerie et se permettre peut-être éventuellement d'aller chercher des investissements locatifs? Ou est-ce que cette trésorerie-là, tu préfères la remettre dans des nouvelles sous-locs? Comment tu vois un peu l'arbitrage parce que tu vois, des fois, tu peux avoir une petite trésorerie qui se fait dans ta sous-loc, puis te dire, bah, tiens, est-ce que ça ne pourra pas être soit un apport ou un effet de levier auprès de la banque pour dire, bah, tenez, voilà, j'ai quand même ça comme garantie derrière pour aller lever un crédit. Comment tu vois ça, toi, l'arbitrage dans l'investissement locatif Alors moi, je suis un partisan effectivement de faire. Donc là, on a parlé que de la sous-location, mais à côté, je fais aussi de l'investissement immobilier, mais qui sont Voilà. loués en appartement classique. Donc c'est pour ça que là, je n'ai pas parlé. Ils sont loués à l'année, soit en meublé, soit en nu. Donc effectivement, l'objectif, c'est aussi de se créer un patrimoine. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé une holding qui est Un holding, rattachée à ouais. des SCI. C'est-à-dire que j'ai acheté des biens en SCI avec notamment ma conjointe. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, l'activité de sous-location qui va me faire effectivement un matelas de Oui, trésorerie, je puisse les envoyer soit vers une SCI déjà existante, soit vers une nouvelle SCI tout pour à acheter un fait. nouveau bien, etc. Et ça, c'est un de mes objectifs. Parce que l'idée, en tout cas, c'est
c'est de créer un business de sous-location pour que derrière, ça me permette de développer des biens du patrimoine avec des biens Tout à fait. locatifs, non pas spécialement en location courte durée, mais voilà, Oui, en location classique. Et ça, je le partage à fond parce que l'idée, c'est d'enraciner tout ça pour vraiment être solide, avoir des bases solides. Si un jour la sous-location, pour X raison, devait s'arrêter, voilà, il me restera tout le patrimoine que j'ai pu créer grâce à cette sous-location. Parce qu'effectivement, la sous-location, ça crée un business, mais je suis d'accord avec ceux qui le disent, ça ne crée pas un patrimoine. Ça crée un business, mais ça ne crée pas un tout à fait. patrimoine. Donc, il faut qu'avec l'argent qui est créé dans la sous-location, on puisse se créer un patrimoine immobilier, financier ou autre. Ça tout dépend de ce que veulent faire les gens. Moi, c'est plutôt immobilier. Mais c'est pour ça que je structure aussi toutes ces sociétés correctement pour qu'à la fin, peut-être je puisse revendre peut-être mon business de sous-location, l'arrêter du jour au lendemain si je le souhaite, et qu'il me reste mes appartements. Donc, j'ai des appartements en nom propre. J'ai commencé en fait en LMNP, comme peut-être beaucoup de monde. Et puis après, là, depuis un certain temps, je suis parti vraiment en SCI dans tout ce qui est investissement immobilier. Tout à fait. Parce que la sous-location s'adresse finalement à deux profils, hein, c'est ce que j'explique souvent. C'est le profil des investisseurs qui, dans un schéma pour vraiment faire de l'arbitrage et avoir un parc immobilier relativement important, eh bien, vont faire de l'investissement locatif, mais peut-être qu'à un moment donné, ils sont aussi bloqués et donc ils vont faire de la sous-location. Et la sous-location s'adresse aussi à tous ceux qui veulent quitter leur boulot ou qui peut-être n'ont plus de travail en ce moment. Ça peut être un bon tremplin pour se créer tout simplement. En fait, c'est ce que j'expliquais encore ce matin. J'avais une personne qui souhaitait rejoindre un de mes programmes et c'est ce que je lui disais. Je lui dis, faut pas oublier que ça reste de l'entrepreneuriat. Donc, avec son lot de risques, c'est sûr qu'on voit tout de suite ce que ça peut rapporter, bien évidemment, mais ça, voilà, il y a son côté risque qu'il faut prendre en considération. C'est l'entrepreneuriat, ça peut marcher, bien évidemment, si on applique bien, si on fait les choses non plus pas. Ça sert à rien de le faire trop rapidement non plus. Combien de personnes pensent qu'elles ont gagné 500 euros sur l'appartement, comme là tu disais, et on peut se faire un virement de 500? Non, Alors, c'est une entreprise. Généralement, il faut laisser au moins 1 an, 2 ans que ça monte, bien faire monter la mayonnaise. Et là, on peut commencer à se dire, OK, maintenant, je vais me prendre une rémunération ou un salaire parce que voilà, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça dans les entreprises et ça a toujours bien marché si on le fait étape par étape, quoi. effectivement, faire étape par étape, c'est vrai que là, par exemple, les gens pourraient dire pourquoi, quand tu fais voilà, entre 350 et 500 euros de cash flow par appart multiplié par 19 appart, pourquoi tu ne te sors pas un salaire et tu n'arrêtes pas tout? Pourquoi tu ne te Et fais pas un virement de voilà. 7 000, quoi? Voilà, c'est ça. Mais ça ne marche pas comme ça. Déjà, Non. se sortir 7 000 euros, c'est imposé à la flat tax. Il y a de l'impôt à la société. Il faut qu'à la fin, ta société soit bénéficiaire. Il faut te sortir des dividendes. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière. Et puis après, il faut garder un matelas de trésorerie pour que là, il y a eu le Covid. Voilà, Heureusement qu'il y avait un certain matelas pour payer les choses. voilà. Donc, enfin, voilà, c'est pas. Il faut avoir Voilà, un schéma à long terme, quoi, pas un c'est ça. schéma court terme. C'est ça. Et Je c'est me pour fais un ça que c'est virement. important de créer aussi après d'autres choses qui sont, par exemple, de l'immobilier pour justement, si un jour il y avait un coup dur dans la sous-location, que l'immobilier puisse prendre le relais Tout à fait. sur des rentes ou du patrimoine qui peut être revendu pour avoir un capital. Donc ça, c'est important voilà, d'aller sur différents Tout leviers à en fait. même temps et Ne pas pas faire penser n'importe quoi. voilà, ne pas penser au plaisir court terme. Vous vous ferez plaisir, c'est évident, mais faites-le étape par étape. Ne vous dites pas, voilà, ça tourne, c'est parti, je peux me faire un chèque, je peux m'acheter une nouvelle bagnole. Non, non. On va plutôt chercher à se recréer avec cet argent-là un autre actif. Et à un moment donné, quand il y aura suffisamment d'actifs et que votre dépense représente peut-être que 10% de l'actif, là, oui, vous pouvez y aller parce qu'effectivement, c'est tellement insignifiant. Mais si votre dépense représente 50% de l'actif, vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus rien, quoi. C'est comme vos économies. Vous voulez vous acheter une bagnole, si vous prenez sur toutes vos économies, vous tombez à zéro, quoi. Et là, vous êtes hyper fragile. Vous êtes hyper fragile. Tout ça Ah ouais, pour acheter une belle faut bagnole, vraiment quoi. créer, voilà, il faut vraiment créer l'effet boule de neige, c'est-à-dire un investissement rapporte une rente, ça c'est réinvesti, c'est réinvesti, Tout c'est à fait. réinvesti. Et là, au bout d'un moment, effectivement, l'effet boule de neige est tellement gros qu'on peut se permettre après de se faire plaisir, etc. Et on peut Il y se a faire une phrase. Voilà, puis on peut se faire plaisir aussi en louant des choses. Je pense, je reprends encore la voiture, mais c'est un bon exemple. On peut se faire plaisir, comme moi je me suis fait plaisir sur des beaux véhicules. Voilà, c'est un plaisir court terme, on dépense un peu d'argent, c'est une charge finalement. Et puis voilà, après on retourne à notre vie classique et on voit plutôt comment réinvestir l'argent qu'on gagne, quoi. Ah bah oui, de toute façon, dans l'éducation financière, c'est ce qu'on dit, hein, c'est d'investir dans des actifs et pas dans des passifs.
Et au début, il faut vraiment être dans des actifs, des actifs, des actifs. À mort. C'est pour ça que je dis, j'aime pas trop les vidéos Lamborghini Champagne, parce Ouais. qu'en fait, ils disent qu'il faut être dans les actifs, mais Il ils montre que montrent à du la vidéo que passif. du passif. Donc, alors peut-être qu'ils peuvent se permettre, eux, à un certain moment, d'avoir du passif parce Tout à qu'ils fait. ont eu une réussite et c'est très bien. Mais il faut pas. Voilà, il y a des étapes. L'entrepreneuriat, ça se fait pas du jour au lendemain. Quand ça marche, bah, ça, c'est sûr que c'est super. Mais par contre, pour que ça marche, il y a plein d'étapes Il y a des à étapes. mettre en place. Voilà. Et ça, c'est comme je dis souvent, hein, pour apprendre à courir un marathon, on ne court pas un marathon tout de suite. On fait des petites distances au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure, on va savoir Exactement. courir ce marathon. Mais ça se fait en plusieurs temps. Et c'est un plan d'action à mettre en place. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Voilà. Alors, de temps en temps, il y a des hauts, de temps en temps, il y a des bas. Mais il faut avoir. En fait, ce que je le dis souvent, c'est sachez pourquoi vous le faites. Si vous avez un pourquoi qui est très fort, ah, bah, allez, donc quand dans les coups les plus difficiles, remettez-vous en tête pourquoi je suis en train de faire ça. Et une fois que vous allez remémorer ce pourquoi, vous allez repartir sur votre objectif. Par contre, si vous ne savez pas pourquoi vous faites ça, évidemment, ça va vous décourager à un certain moment. Donc, Tout à première fait. question avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi je fais ça? Et après, focus. Tout à fait. Du coup, bah, écoute, on a balayé pas mal de choses. Donc, toi, je sais que tu as donc ta chaîne YouTube où tu partages pas mal de tutos. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu et puis on mettra le lien de puis comment les gens peuvent te contacter aussi, tout simplement, s'ils veulent des infos sur toi et bah voilà, se rapprocher de toi. Alors, effectivement, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Automatic BNB. Donc, on peut me contacter sur contact@automaticbnb.fr. L'idée de cette chaîne, c'est de permettre à chacun d'optimiser et d'automatiser sa location courte durée. Et moi, je fais énormément de tutos par rapport à mes expériences. C'est-à-dire, je montre comment utiliser le Channel Manager Bet24, Superhot, comment, genre, à un moment donné, j'ai fait une vidéo aussi sur comment je gère ma sous-location. Enfin, je partage énormément de choses. Je ne crée pas de formation. Moi, l'idée vraiment, c'est de partager mon expérience. Par contre, je partage les formations que j'ai suivies. C'est-à-dire, je leur dis souvent, si vous suivez ces formations, vous les mettez en place, vous allez avoir les mêmes résultats que moi si vous mettez les moyens en face. Et je fais énormément de tutos pour voilà, des choses réellement concrètes. Donc, sur Automatic BNB, ou vous me contactez sur contact@automaticbnb.fr et je réponds. C'est moi qui réponds à toutes les questions par mail. Donc, je ne réponds pas toujours sous 24 heures parce que c'est moi qui le fais. Par contre, je réponds à tous les mails, je suis transparent et il n'y a pas de souci. Ouais, bah, c'est ce que j'ai aimé dans cette approche, quoi, effectivement. Ouais. Ok, bah écoute, c'est plutôt sympa. Tu as des choses à rajouter ou Non, bah, c'est déjà sympa de ta part de m'avoir invité. Je me reconnais grandement dans ce que tu fais dans tes vidéos. Voilà, j'ai un peu le même état d'esprit. En tout cas, je vois les choses un peu comme toi. Donc, tu m'inspires au quotidien. Donc, je te remercie encore de m'inviter. Et puis encore merci pour la qualité de tes vidéos qui m'aident aussi grandement. Bon, bah super. Bah, moi, en tout cas, j'étais ravi aussi de t'avoir reçu sur la chaîne YouTube. Ravi d'avoir pu échanger avec toi. Puis, bah, ton expérience, moi, c'est ce que j'aime aussi, hein. C'est ça, c'est les expériences, comme on dit tout le temps, avec les hauts, les bas. On a discuté un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est enrichissant, quoi, hein. Moi, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Non, non, effectivement, c'est ça qui est important. Franchement, ce qui est le plus important, voilà, c'est ce partage d'expérience, éviter de refaire les erreurs que les autres ont fait, ou en tout cas être alerté sur les erreurs qui peuvent être faites. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Ça vous fait gagner vraiment du temps, de l'énergie. Et puis de se dire aussi qu'on n'est pas le seul dans ce bateau-là et qu'à des moments, ben voilà, une erreur qu'on a faite, d'autres l'ont faite aussi. Ça nous rassure. Et c'est bien aussi de ne pas se sentir seul, parce que c'est vrai qu'en fait, Oui. l'entrepreneuriat, on se sent souvent seul. Donc, d'avoir d'autres entrepreneurs autour de nous, c'est vraiment C'est important. appréciable, ouais. Ouais. Bon, bah super, bah, merci beaucoup, Nico. On va se quitter sur ces dernières phrases, hein. Comme je le dis tout le temps dans mes vidéos, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Donc voilà, puis bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, à laisser un pouce bleu, comme d'habitude, à liker cette vidéo, à vous abonner aussi à la chaîne, vous le savez, une chaîne où on parle bah, d'immobilier, d'investissement locatif, de location courte durée, sous-location, conciergerie. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez aussi découvrir la chaîne, la chaîne YouTube de Nicolas. Je vous mettrai le lien dans la partie commentaires. On a terminé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci Nico. À très bientôt. Ciao.